C'est parti. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Patrimonia. Bienvenue à cette conférence consacrée à l'investissement en entreprise. Un investissement à nouveau en marche. C'est le thème de notre conférence. On va voir ça. Parce que c'est vrai qu'en France, on peut le constater, en France, on a deux défauts. Deux défauts en matière de fiscalité. Le premier, vous le savez, depuis des décennies, on a la bougeotte fiscale. Sans arrêt, on change les règles du jeu. Et donc, on a du mal, lorsqu'on fait un investissement de long terme, sur 5 ans, sur 10 ans, de savoir finalement à quelle sauce on sera mangé à la sortie. Le deuxième défaut, on l'a vu depuis plusieurs décennies, c'est qu'on a tendance en France à aller que dans un sens, c'est-à-dire à augmenter régulièrement les taxes et les impôts. Mais cette fois, il semblerait que le gouvernement a décidé de prendre un autre chemin. Donc on va voir ça dans quelques instants, puisqu'on vit quand même une semaine importante avec la présentation du PLF, du PLFSS, donc l'actualité est brûlante et peut-être que ça va finalement faire bouger les lignes et redonner un petit peu de dynamisme à l'entreprise. Il faut savoir que si vous êtes une start-up lyonnaise, si vous êtes une start-up basée à Paris, en moyenne, vous pouvez lever aujourd'hui auprès d'investisseurs 270 000 $. Cette même start-up, si elle est basée à Londres ou à Berlin, eh bien, avec le même modèle économique, elle va lever 2 fois plus. Cette même start-up, si elle est basée dans la Silicon Valley, eh bien, elle va lever 3 fois plus. Donc, ça donne un véritable avantage concurrentiel, un avantage décisif au démarrage pour les entreprises. Mais espérons que tout ça va changer. Donc pour parler de l'investissement en entreprise, d'un potentiel redémarrage, voire d'une accélération, j'ai avec moi Madame Amélie de Montchalin, députée des Républicains en Marche, membre de la Commission des Finances, La République en Marche, si vous voulez. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours, sachant que c'est une semaine un peu compliquée, donc on est très honorés de vous avoir parmi nous. Parce que vous n'avez pas fait que de la politique. Alors, bonjour à tous. Je suis très contente d'être là aujourd'hui parce que c'est très important pour nous de la République en marche d'être en contact le plus proche avec ceux qui font que les mesures qu'on prend deviennent réalité. Alors moi, dans mon parcours, je suis économiste de formation. J'ai travaillé chez Exane BNP Paribas et j'ai été économiste en charge du suivi de la crise de la zone euro de 2009 à 2012. J'ai repris des études aux États-Unis et ensuite, j'ai travaillé 3 ans chez AXA, où j'étais en charge de la stratégie et des politiques publiques, et donc beaucoup de financement de l'innovation, de l'économie, et puis de la transition énergétique. Donc beaucoup de financement de long terme et beaucoup de choses sur notre sujet d'aujourd'hui. Il se trouve que, comme un certain nombre de personnalités de la société civile, comme on dit, en janvier, j'ai envoyé une lettre au candidat Macron en lui disant, voilà, je suis prête à être candidate aux législatives. Et donc, j'ai eu la chance d'être retenue. Et depuis mon élection, donc en juin, j'ai rejoint la commission des finances et où je suis chef de file de la majorité En Marche, ce qui veut dire que je pilote et coordonne le travail des 38 députés En Marche, la commission des finances. Et à ce titre, j'ai le rôle complexe de porter dans les semaines qui viennent le budget à l'Assemblée, en lien avec les ministres, déjà depuis quelques mois, et de faire voter ce texte qui, on l'espère, offre une rupture sur un certain nombre de points et de méthodes, mais aussi de contenu, de savoir comment l'État parle fiscalité, comment il parle d'investissement, et surtout ce qu'il appelle les Français à faire différemment. Et j'ai beaucoup besoin de votre aide, enfin nous avons besoin de votre aide, parce qu'on y reviendra, vous êtes des acteurs clés de la réussite collective. Merci. Nous avons également M. Tanguy de la Fouchardière, président de France Angels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne votre association? Alors, France Angels, c'est la Fédération nationale des business angels. Donc moi, je ne suis pas directement des sociétés d'investissement. On a fédéré les business angels, et j'en suis le porte-parole en tant que président, pour que cette idée qu'on appelle noble, qui nous habite, qui est d'accompagner l'entreprise en démarrage à un moment de sa vie où, même si on a des très bonnes nouvelles peut-être, son financement, vous l'avez dit tout à l'heure, est relativement limité. Non seulement en montant, vous avez parlé de 250 000 € environ,
mais également en nombre. Hein. C'est-à-dire que la demande, aujourd'hui, on est dans une France qui bouge, qui entreprend, où le mot entrepreneur et le mot, même Macron avait dit « je veux avoir des milliardaires », il a raison, que l'idée de la richesse et de la création de richesse est une idée positive et pas une idée négative. Hein. Donc ça, c'est un changement qui n'est pas encore abouti. Et nous, on est depuis, la fédération existe depuis une quinzaine d'années, à monter des réseaux en France dans je dirais presque tous les départements, en tout cas dans toutes les régions. À Lyon, on doit avoir une bonne demi-douzaine de réseaux qui sont fédérés dans Lyon Métropole Angel. On a les mêmes choses dans les différentes régions. Et la fédération porte cette idée-là, premièrement en communication externe, hein, faire parler de Business Angel. Il y a 15 ans, si on n'avait pas de Business Angel, on ne savait pas ce que ça voulait dire, surtout qu'on n'a pas trouvé de traduction française acceptable. Ça semblait un truc américain. Aujourd'hui, on sait ce que c'est que les Business Angels. Ils sont intégrés et ils sont visibles. Certains, d'ailleurs, pratiquent leur activité de façon isolée. Nous, on fédère ces réseaux de manière à ce que plusieurs personnes, pour faire un tour de table de 250 000, ce n'est pas des gens qui ont 250 000 comme ça dans leur argent de poche pour la semaine. C'est des gens, ils vont se mettre 10, 12 pour pouvoir faire le tour de table de 250 000. À un moment où, et c'est normal, les banques n'interviennent pas parce qu'il n'y a pas d'actifs, il n'y a que du risque, il n'y a que du futur, et il y a de l'espoir surtout. Hein. Merci. On continue avec vous, Monsieur Luc Maranda. Vous êtes membre de l'AFIC avec une double casquette puisque vous êtes aussi associé chez Idinvest. Idinvest, bonjour. Donc effectivement, j'interviens à 2 titres. En tant que membre de l'AFIC, représentant de l'Association française pour l'investissement dans la croissance, donc c'est plus de 300 membres aujourd'hui, avec 6500 sociétés financées à travers des investisseurs en capital qui couvrent tous les stades de développement des sociétés, que ce soit de la petite PME à des grosses opérations de capital transmission. Voilà, ça représente plus de 12 milliards investis sur l'année 2016. Des levées de fonds records également, puisque l'ensemble de la profession a levé 15 milliards d'euros sur l'année 2016 qui vont être investis dans les 5 prochaines années. Voilà. Bravo. Donc ça c'est pour la FIC. Et pour Idinvest, nous sommes une société de gestion en private equity qui gère 8,5 milliards d'euros, qui intervient là aussi dans tous les segments de l'investissement, que ce soit l'investissement dans les PME innovantes, dont on va parler tout à l'heure peut-être, mais aussi en dette privée, sur des opérations de capital transmission, puis beaucoup sur des plus grosses opérations en capital en France et en Europe. Merci. On termine avec vous, Monsieur Alexis Janin. Donc vous travaillez chez Euronext et vous êtes spécialisé dans les PME, ETI, Rhône-Alpes. Il y en a combien aujourd'hui cotés à la Bourse de Paris? Parce que là, on a beaucoup parlé du non-coté. Alors, côté PME et ETI, on accueille 750 sociétés sur nos marchés, donc à Paris. Mais bon, on s'occupe aussi de la Bourse de Lisbonne, de Bruxelles et d'Amsterdam. Effectivement, Euronext a dédié des moyens particuliers pour le suivi des PME et des ETI. J'en suis un des représentants en région. Aujourd'hui, on accueille 85 sociétés sur la région Rhône-Alpes. On a la chance d'avoir le 2e bassin le plus important derrière Paris. Un bassin extrêmement intéressant parce qu'il accueille, j'allais dire, toute typologie de métiers et de type de croissance, aussi bien des sociétés familiales installées à la côte depuis 20, 30, 40 ans, du type Gérard Perrier, qui fête ses 20 ans cette année chez nous, Thermador Group, qui fête ses 30 ans. Donc voilà, des sociétés de croissance, mais familiales, très intéressantes, mais aussi un certain nombre de sociétés technologiques, que ce soit dans le monde de la tech traditionnelle ou aussi dans le monde des biotech, qui fonctionnent très très bien. Donc un écosystème riche, et on va avoir la chance d'accueillir en cette rentrée 3 nouvelles sociétés qui sont en train de réaliser leur introduction en bourse, si vous suivez ces éléments. Très bien, merci beaucoup. Après ce rapide tour de table, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va commencer par l'actualité chaude, brûlante. Avec vous, Madame la députée, est-ce que vous pouvez nous dire comment, finalement, on va pouvoir accélérer l'investissement dans le monde des entreprises? Alors, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de mesures, donc je vais essayer de
synthétiser et puis de comprendre, surtout vous donner un peu le cadrage politique, pas vous faire une liste ligne à ligne. On a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'abord qu'il faut que les entreprises de toute taille aient des signaux clairs sur le quinquennat, sur leur capacité à faire des business plans, où ils comprennent quelles sont leurs charges de manière crédible. Donc ça concerne l'impôt sur les sociétés. Vous avez vu qu'on a une trajectoire pour le ramener à 25% à la fin du quinquennat, avec une baisse significative dès l'année prochaine sur la taxation des 500 000 euros de bénéfices, les premiers 500 000 euros de bénéfices. Donc un vrai axe sur les PME. Et puis on a ce qui est sur la partie coût du travail, donc des baisses de charges patronales prévues en 2019 par le transfert du fameux CICE en baisse de charges pérennes. Ça, c'est du côté entreprise. Il y a aussi des choses sur les taxes sur les dividendes, etc. Mais ça, je pense que ça concerne moins, j'allais dire, les entreprises qui sont dans la cible aujourd'hui. Donc, c'est déjà donner aux entrepreneurs de la visibilité pour qu'ils fassent des business plans qui soient tenables. Et pas, je fais un business plan, mais je sais déjà que dans un an, tous mes paramètres vont changer. Et puis, ensuite, on a la partie financement de l'économie, dont vous êtes des partenaires clés, qui consiste à dire qu'en France, on s'est collectivement fourvoyé de deux manières jusqu'à maintenant. La première, c'est que une entreprise qui se respecte, elle a avant tout des prêts bancaires, et que quand elle pense financement, elle pense banquier, et quand elle pense banquier, en fait, le banquier lui ouvre une ligne de trésorerie, un prêt à 3 ans, et puis vogue la galère, débrouillez-vous. Le problème, c'est qu'avec un prêt à 3 ans, on n'innove pas, on ne peut pas investir à long terme, on ne peut pas rénover vraiment son appareil productif. Et donc, on est dans une économie qui, certes, produit, mais produit sans passer des caps, notamment technologiques, de manière facile. Aujourd'hui, les machines en France, en moyenne, ont 19 ans. On a fait beaucoup pour l'innovation depuis quelques années, la BPI, il y a eu des fonds ciblés. Le problème, c'est que racheter une machine, ce n'est pas innovant. Néanmoins, ça rend compétitif quand même, notamment en termes de coûts et d'exportation. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une vision que le prêt bancaire ne peut pas être la seule solution au financement, surtout si on a une économie de l'innovation, où on a besoin de financement en fonds propres et de long terme. L'autre volet de ce fourvoiement, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que les épargnants français ont été biberonnés collectivement par un système très organisé par l'État à l'épargne réglementée et à l'épargne sans risque. Puisque aujourd'hui, tous ce que nous sommes, si nous allons voir un assureur vie, potentiellement certains d'entre vous, historiquement, ce qu'on avait, c'est qu'on ressortait avec un livret A, un PEL, un plat d'assurance vie, et si vraiment on était extrêmement courageux, peut-être un PEA. Bon, une fois qu'on a fait ça, le problème, c'est qu'on n'habitue pas d'abord les Français à comprendre comment leur épargne bénéficie à l'économie. On n'habitue pas non plus les Français à comprendre qu'il y a un lien entre le rendement et le risque, parce qu'à la fin, en fait, tout le risque est complètement gommé par les incitations fiscales. Et surtout, on a une économie qui ne se donne pas les moyens de financer sa croissance. Donc ça, c'est le constat. Alors, comme nous sommes des gens très pragmatiques, nous avons regardé le constat et nous nous sommes dit, ben, voilà, il faut qu'on arrive à ce qu'il y ait du capital en fonds propres dans les entreprises, et il faut en face que les épargnants arrivent enfin à avoir du rendement. Et donc, retrouvent, j'allais dire, le signal rendement-risque de manière beaucoup plus lisible quand ils font leur placement et leur choix d'épargne. Alors, je vais vous parler des mesures, ensuite je vais vous parler des acteurs. Les mesures. Donc, vous le savez, on supprime l'ISF sur toute la partie des valeurs mobilières, obligations, actions. On place un plafond et en fait un taux unique de fiscalité sur toutes les plus-values et les revenus du capital à 30%. Et on garde 3 produits avec leurs exonérations qui sont un peu en dessous, que sont le PEA et le PEA PME, parce que c'est des produits qui ont enfin pris un tout petit peu de connaissance dans les esprits, donc ne touchons à rien. L'assurance vie en dessous de 150 000 euros, dans l'idée que c'est en fait une épargne sûre, et que quand on est en dessous de 150 000 euros, je dis on est dans l'épargne, au-dessus de 150 000 euros, on doit être dans l'investissement. Et donc c'est pour ça qu'on donne quand même un aiguillon à dire, quand vous avez plus de 150 000 euros d'assurance vie, il y a peut-être une question à se poser sur savoir si c'est le seul véhicule d'investissement que vous devez avoir, et s'il n'y a pas une diversification à faire. Et puis le livret A, qui est quand même, et livret développement durable, qui sont vraiment nos ancres populaires, historiques, quasiment folkloriques, et auxquels on ne peut pas toucher. Donc ça, c'est la partie taux et fiscalité. C'est la partie mesure. Et on pourra revenir en détail si vous voulez.
Ce qui est clé, c'est que, et j'ai eu une interview dans Libération pour expliquer ça, donc vous savez, Libération, c'est aussi parfois des journaux où on essaye d'expliquer des choses dans des audiences qui sont un peu différentes de la nôtre aujourd'hui. Toute la tuyauterie de l'épargne est à revoir en termes pour les acteurs. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire les entreprises ont besoin de capital, les épargnants ont besoin de reprendre du risque parce qu'elles ont besoin de rendement. Aujourd'hui, les produits pour le faire, au fond, n'existent pas. Vous êtes ici des représentants d'acteurs qui font ce travail-là, j'allais dire au niveau ou bien de réseaux de personnes qui se connaissent, mais on touche un tout petit nombre de Français, ou bien par des acteurs professionnels, mais qui ne touchent pas aujourd'hui le grand public. Vos levées de fonds de l'AFIC, en termes de particuliers qui un jour se diraient tiens, j'ai envie de mettre des fonds dans un fonds de private equity, ça m'intéresserait de savoir voilà, la proportion. Donc quand on dit que la tuyauterie est à revoir, c'est qu'il y a une culture à recréer. Alors je suis très contente parce que les Échos sont extrêmement bien informés de notre conférence du jour, donc font un dossier spécial sur l'épargne et expliquent des choses en termes de sondage auprès des Français. Les Français d'abord, quand ils investissent aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est protéger leur argent. Ils ne veulent pas que ça rapporte. Ce n'est pas ça le moteur de leur motivation d'épargne. Vous voyez aussi que globalement, personne en France, enfin, on a un des taux les plus faibles de culture financière. Vous demandez aux Français, vous avez 100, vous investissez à 3,5, combien vous avez dans 1 an et dans 10 ans? Eh ben, on est le pays où les gens savent le moins répondre à ce genre de questions. Donc on a toute une culture à faire. Et c'est là où j'ai un message pour vous. Ce plan qui est de dire, on clarifie les signaux fiscaux, on est clair sur les objectifs, on donne aux entreprises des moyens voilà, d'être plus compétitives, il y a un acteur clé au milieu que sont les intermédiaires financiers, les banquiers, les assurances-vie et tous les gens qui font du conseil. Si vous n'avez pas des investissements très forts en termes de pédagogie, en termes aussi de fléchage de l'épargne, parce que ce n'est plus la fiscalité qui va flécher l'épargne, c'est à vous, conseiller, de le faire. Si vous n'avez pas une réflexion collective sur comment on s'y prend pour avoir des nouveaux produits, avoir un nouveau discours, avoir des nouveaux moyens d'explication de ce que ça veut dire, moi, épargnant qui a 10 000 €, de vouloir investir dans l'économie productive, nous, on aura fait notre travail, mais ça ne va pas marcher. Donc il faut absolument qu'on ait un dialogue très concerté, très suivi, très volontariste. J'ai été voir la Fédération bancaire française et je leur ai dit, il y a un produit qui va disparaître, c'est quand même globalement le PEL. C'est une très bonne nouvelle parce que le PEL, c'était un produit qui était très pratique pour que les gens épargnent tous les mois. Le problème, c'est qu'on leur donnait un taux garanti qui aujourd'hui est de moins de 1%. Donc c'est un produit que j'appelle, moi, toxique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, dans une phase de remontée de taux, croire qu'on va inciter les Français à bloquer leur épargne à ce taux-là. Mais ça veut dire que toute la profession financière, tous les intermédiaires financiers, face, j'allais dire, au champ libre qu'on vous ouvre enfin, parce que c'est quand même, ça aurait dû être fait depuis des années, doit réfléchir à comment on se réorganise en termes de produits, de circuits, de ce que j'appelle la tuyauterie. Bon, et puis dans mes fonctions précédentes, j'avais beaucoup travaillé sur la régulation financière européenne. Il y a tout un volet macro-prudentiel à inventer. Vous savez que les charges en capital aujourd'hui pour les investisseurs institutionnels, quand vous avez porté 100 € d'actions PME non cotées, les charges en capital dans Solvabilité 2, c'est 49%. Donc il y a la partie, j'allais dire, individuelle, les Français, il y a la partie intermédiaire, vous, et puis il y a la partie très macro-financière sur laquelle, voyons, on fait ça par strate. Voilà. Un beau programme, un grand programme. Comment vous réagissez à la FIC ou chez France Angels? Je trouve que tout ça est excellent. Nous, ça fait des années qu'on milite justement pour développer l'investissement des institutions, mais aussi des particuliers dans cette classe d'actifs. Et pour répondre à votre question, sur les 8,5 milliards qu'on gère chez Idinvest, alors après, là je vais parler en tant qu'une société dans laquelle nous avons une vraie expertise, une vraie expérience, excusez-moi. Nous avons à peu près 25% de clients qui sont des clients privés, et ça représente environ 90 000 personnes, 90 000 foyers fiscaux. Donc ça quand même, bon, c'est tout petit par rapport à la population française, mais c'est quand même quelque chose. Et ces gens-là, on essaye bien évidemment de les faire venir sur des stratégies d'investissement dans lesquelles, s'ils investissent chez nous, c'est pour avoir du rendement, c'est aller chercher du rendement. Sauf que c'est vrai que beaucoup aujourd'hui venaient sur ce type de produit parce qu'ils avaient une réduction d'impôt. En fait, on se rend compte que sur les clients privés que nous en avons à peu près peut-être
15 à 20% qui viennent sur des stratégies de diversification de leur patrimoine, en assurance vie, en dette privée, sur des stratégies de dette privée, de gros capital transmission. C'est plutôt des gens qui ont des patrimoines relativement élevés. Et nous voyons après toute la majorité de nos clients privés sont effectivement des gens qui ont investi à travers des dispositifs soit d'ISF-PME, soit de réduction d'impôt sur le revenu, sur des stratégies de capital à risque qui sont certainement évidemment plus risquées. Voilà. Chez France Angels, comment on réagit à ce discours, à ce projet? Après, on va voir comment ça se passe à l'Assemblée, les discussions. Exactement. Le diable est souvent dans les détails, mais... Exactement. Non, je pense qu'il faut féliciter Amélie de nous avoir donné, Madame la députée, pardon, de nous avoir apporté cet éclairage et bien poser le paysage, effectivement, avec des acteurs qui soient soit individuels, soit intermédiaires, soit dans des fonds, etc. Le point qu'on a, et je vais tout de suite arriver sur le tout petit point de décalage qu'on a avec ce projet, c'est que jusqu'à présent, il y a eu un développement de l'investissement privé à risque dans les jeunes entreprises innovantes, un petit peu avec un incitateur fiscal. Cet incitateur était basé sur l'ISF, qui d'ailleurs pour moi était déjà un défaut, parce que ça ne s'adressait qu'à des gens qui payaient de façon conséquente un fort ISF. Alors que je suis convaincu qu'aujourd'hui, dans la population, il y a des gens qui gagnent bien leur vie, et qui, au lieu d'épargner, comme on l'a expliqué, l'épargne tranquille, l'épargne qui dort, pourraient investir dans des sociétés. Mais comme ils n'ont pas d'ISF, ils n'ont pas d'incitateur, sauf celui qui est ce qu'on appelle le Madelin, l'incitateur basé sur l'impôt sur le revenu, mais qui a été réduit à peau de chagrin sur les dernières années. Alors on avait fait, vous avez cité Madame la députée, Les Échos, très bon journal, j'avais fait une tribune il y a une dizaine de jours sur ce sujet-là, justement. J'espère bien que vous l'avez lu avec attention, et où on redit la chose. Vous dites, c'est très bien de récompenser, le titre était « Il faut récompenser ceux qui ont pris des risques ». Nous, notre titre, c'est très très bien de récompenser ceux qui ont pris des risques. Il faut également avoir un caractère incitatoire, trouver la bonne manière, un caractère incitatoire pour prendre des risques. Hein, parce que vous l'avez très bien signalé que, historiquement, l'épargne, on la met tranquille. Vous l'avez très bien décrit. Moi, j'appelle ça l'argent qui dort. D'ailleurs, le président de la FIC avait fait une très belle tribune il y a quelques mois en disant « mettons l'argent au travail ». Mettons l'argent au travail, ce qui est une expression qui, à mon avis, résume bien notre situation. Vous disiez qu'on n'est pas les particuliers que nous représentons. J'ai oublié de dire qu'on est 4500. Alors, 4500, c'est tout petit, sur 60 et quelques millions d'habitants. 4500 dans notre fédération, on estime qu'il y en a à peu près au moins autant qui ne sont pas dans la fédération et qui le font de façon personnelle. Hein, on les retrouve un peu dans France Digital ou dans Croissance Plus, dans d'autres organisations. Mais ce n'est pas assez. C'est, mettons, 10 000 en France, alors qu'effectivement, les chiffres européens, c'est 30 000 en Grande-Bretagne, c'est presque autant, c'est moins autant en Allemagne, hein, où les choses sont un peu différentes, mais sur lequel on sent qu'il y a un potentiel très fort, si on met quelques petites mesures incitatoires, que ce nombre de personnes puisse se développer sans que ça mette le budget de l'État à genoux. Donc vous êtes plutôt content? Ah oui, oui, tout à fait. Non, de toute façon, on a envie que ça bouge, et on est content que ça bouge, et on est très envie que l'élan qui a été, l'espoir qui a été mis dans l'élection d'Emmanuel Macron et de la dynamique que ça a créé pour l'entreprise. Je suis, comme ça dit notre ami de la FIC, hein, on est là pour soutenir. Mais si on veut soutenir et que ça aille mieux, eh bien, il y a quelques petits cailloux qu'il faudrait peut-être enlever pour que ça aille plus facilement. Très bien. Dans la salle, on a quelques petites questions et des questions, on va dire, un peu de méfiance, parce que c'est vrai qu'en matière d'épargne, en matière d'investissement, on a souvent été déçus. Donc, petite question sur la flat tax. Vous proposez une flat tax de 30%, j'ai la question. Hein. Mais si dans le futur, parce qu'on l'a vu, la CSG quand même a tendance à un peu augmenter chaque année, et si jamais on arrive à une CSG de 20%, donc là on a 15, on a CSG, CRDS, on a 15,5, ça va augmenter encore un petit peu en 2018. Imaginons que ça continue d'augmenter, que ça atteigne 20%. Est-ce que ça veut dire que la flat tax, elle va gommer et on va rester à un plafond de verre de 30%, ou ce plafond de verre de 30%, ben, il va lui aussi progresser au fur et à mesure de la hausse de la CSG? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce détail qui n'en est pas un? La flat tax inclut la CSG.
Aujourd'hui, elle inclut la CSG. Est-ce que ça veut dire que demain, si la CSG continue d'augmenter... Vous me parlez dans les 5 ans qui viennent, il n'y a pas de plan d'augmentation de la CSG. Je vais m'engager pour les députés dans 50 ans. Notre objectif, c'est qu'il y ait un signal clair. La CSG donc, augmente de 1,7 points. Si vous faites 1,7 points moins tout ce qu'on est en train de faire pour amener tout ça, la somme à 30, c'est quand même une baisse de fiscalité importante. Et on n'est pas sur la... Enfin, aujourd'hui, on est sur la... On voit à 5 ans, pas encore à 10. On a déjà 5 ans devant nous. Donc, on en est là. Donc là, on a une garantie d'un bouclier. Moi, je m'engage sur mon mandat, donc j'ai 5 ans devant moi. Autre question, et là, ça concerne peut-être la pédagogie. Vous l'avez dit que c'était très important d'aller jusqu'au bout. Vous avez expliqué qu'il faut réorienter l'épargne des Français qui étaient un peu trop habitués avec leur fameux livret A, défiscalisé, taux garanti. Mais vous proposez, eh bien, pour l'assurance vie, au-delà de 150 000 €, une taxation plus importante. La flat tax, 30%. La flat tax, exactement. Pourquoi ne pas distinguer l'assurance vie en euros, qui correspondent dans l'état d'esprit un peu au livret A, où là, vous avez une garantie d'un rendement, avec l'assurance vie unité de compte, où là, vous prenez plus de risques, où vous pouvez investir dans l'entreprise. Pourquoi ne pas avoir distingué? C'est la question qui est posée par la salle. Il y a eu... voilà, juste, c'est un sujet sur lequel je ne vais pas m'étendre, parce que vous imaginez bien que, vu mes fonctions précédentes, j'avais été extrêmement impliquée dans ce débat du côté des assureurs. Je vais vous raconter ce qui s'est passé et comment l'arbitrage a été donné. Et pas me prononcer sur le fond, parce que c'est un peu compliqué. Il y a eu des discussions très longues entre la FFSA et les Bruno Le Maire, son cabinet, les députés, etc., en disant on est prêt à augmenter de 10 points la part des UC dans l'assurance vie contre le fait que vous gardiez le régime fiscal actuel sur ces multisupports. Bon, ça nous semble beaucoup trop faible par rapport à nos besoins. Si vous cumulez, je prends un cas, vous cumulez la baisse de l'ISF, vous supprimez l'ISF sur ces assurances vie à plus de 150 000 € d'encours. Vous mettez effectivement une fiscalité à 30%. Ce qu'on veut, c'est qu'on sorte de l'assurance vie, pas tout, mais qu'on sorte de l'assurance vie et qu'on remette de l'argent frais dans l'économie. Le problème de l'assurance vie, c'est quand vous regardez comment c'est investi, il y a eu quelques toutes petites avancées sur les sorties en titres, sur les PME, etc. Mais aujourd'hui, les produits et les véhicules n'existent pas. Le problème aussi de l'assurance vie, c'est qu'on reste sur un produit qui reste distribué par des acteurs qui sont peu nombreux. Si on veut diversifier, si on veut ouvrir, si on veut que le private equity, que les business angels, si on veut décloisonner aussi un peu le milieu, l'assurance vie nous paraît être quand même un produit très, très connu, très, très, très fortement ancré dans notre culture, mais il ne faut pas s'interdire de réformer. Donc, ce que proposait la FFSA a paru trop faible par rapport aux ambitions au gouvernement, et donc a préféré dire on est simple, quand on est au-dessus de 150 000 €, ça s'appelle l'investissement, il y a une règle, 30% de flat tax, et vous avez des supports d'investissement qui offrent plus de risques et plus de rendement possible. Voilà. Alors après, je sais que dans le débat parlementaire, pas forcément depuis chez En Marche, mais dans potentiellement le MoDem, potentiellement les Républicains, il y a plein de gens qui se posent des questions sur est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, dans la flat tax, de mettre un taux inférieur si on a la détention longue d'actifs dits risqués. Donc on va revenir avec des débats qui ressemblent un peu au débat de l'assurance vie, qui est de dire on reprend le problème à l'envers, on reprend la flat tax, et si vous avez la détention très longue, on va baisser le taux. Je ne suis pas sûre que ce soit le signal qu'on ait envie de donner. Je voulais juste rapidement, sur votre point de l'incitation. La logique de l'incitation, on la comprend parce qu'on y a été habitué. Qui est de dire, je vous fais un grand panneau rouge qui flash pour vous dire, vous les Français, c'est là qu'il faut que vous alliez parce que fiscalement, je vous donne le signal que c'est bon pour l'économie que vous alliez là. L'ISF PME, ça a mis 10 ans, 15 ans. Les premières idées, c'était il y a 15 ans. Donc, la mise en place, c'était... voilà, il y a eu des premiers 10 ans, voilà, 10 ans. TEPA, voilà. Il a fallu attendre, en gros, les vrais décollages, c'est 2012, 2011, 10, 11, bon... Quand vous regardez les chiffres, on est au-dessus du milliard. La suppression de l'ISF, c'est 3,5 milliards, enfin sur la partie concerne, c'est 3,5 milliards. Donc quand on nous dit, oui, l'ISF PME, ça fléchait 1 milliard, je veux dire, oui, mais nous, comme on baisse de 3,5 milliards la fiscalité, ça veut dire que c'est 3,5 milliards d'euros qui sont aujourd'hui libres, totalement libres. Donc on n'a plus besoin
d'avoir un panneau rouge qui flash, puisqu'on a libéré 3 fois plus que ce qu'on arrivait à flécher par l'ISF-PME. Pour ce qui est de l'incitation, je suis, parmi d'autres, on est en train de réfléchir à ce que j'appelle le tuilage. C'est que la culture française n'a pas changé entre le 31 décembre et le 1er janvier. Donc si effectivement vous n'avez pas l'ISF-PME, si effectivement le Madelin, donc c'est la même chose que l'ISF-PME, mais sur l'impôt sur le revenu, avec des taux et des plafonds qui sont aujourd'hui effectivement assez réduits, ne change pas, les Français pleins de bonne volonté qui le 2 janvier au matin se disent « je vais soutenir le gouvernement dans son effort productif », se disent très bien comment je fais. Le 2 janvier, si on est très lucide, je ne crois pas que tout le monde aura eu le temps de s'adapter et que donc les produits nouveaux à inventer de fléchage de l'épargne n'existeront pas. Donc on est un certain nombre de députés à considérer que de manière temporaire, et je vais vraiment insister sur ce mot, on a besoin d'un tuilage pour que toute la profession s'organise, invente ses produits, ses mécanismes, ses canaux, mais que, comme ça ne va pas se faire entre le 31 décembre à minuit et le 1er janvier à minuit, ça laisse 1 minute, c'est un peu court, on peut avoir un mécanisme temporaire qui potentiellement peut ressembler à un accroissement à la fois du taux et de l'enveloppe Madelin. Donc ça, mais je tiens à dire, c'est pas notre logique si on le fait. Je ne sais pas si on va réussir à le faire, je ne sais pas si on va le faire d'ailleurs, mais si on le fait, c'est vraiment une optique de accompagner un changement culturel et d'un changement de produit qui doit être beaucoup plus profond. Si on fait que du Madelin boosté, on sera complètement à côté de notre ambition. Et on a beaucoup de questions dans la salle sur la suppression de l'ISF-PME. Si vous me permettez, je veux juste réagir. C'est effectivement très bien, c'est un problème de tuilage. Parce que quand vous dites vous libérez 3 milliards, vous n'êtes pas du tout sûr que les 3 milliards, ils vont être réinvestis. Ceux qui étaient, le milliard qui était dans l'innovation, c'est très gentil. Et il n'est pas du tout sûr que ça puisse se refaire tout de suite. Hein, parce que d'abord, on n'est pas liquide. Il y a vraiment un problème de changement de mentalité, je suis d'accord avec vous. Donc, je suis très heureux d'apprendre cette information. Oui, si vous voulez rebondir. Et puis, c'est pas spécifique à la France. Je pense que c'est vraiment ça, c'est l'état d'esprit des gens. Si on veut que les gens, naturellement, à part une toute petite minorité, n'investissent pas dans des PME, notamment des PME innovantes, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et regardez ce qui se passe en Angleterre, regardez ce qui se passe en Italie maintenant, depuis un an. Maintenant, les Italiens peuvent jusqu'à hauteur de 1 million d'euros investir dans des sociétés non cotées et y avoir une déduction de leur impôt qui est très importante. En Angleterre, on a les V-City. Aux États-Unis, on sait ce qui se passe. En Israël, vous avez aussi des systèmes très incitatifs d'abondement du gouvernement sur les investissements. Donc, ce n'est pas spécifique à la France. C'est juste qu'il faut qu'on mette... Le fait que l'ISF soit supprimé, c'est une très bonne chose. La logique de la suppression de l'ISF-PME, ça découle de soi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de débat de ce côté-là. Par contre, effectivement, ce fléchage, il est nécessaire. Mais ce n'est pas un problème français, c'est un problème qui vient c'est de la nature des gens en fait. Et si on veut avoir de l'argent qui s'investit sur les sociétés innovantes, les petites boîtes innovantes, de manière inhérente, c'est risqué, c'est pas liquide, c'est un effort long. Et quelque part, s'il n'y a pas une contrepartie, on va dire raisonnable, on va avoir un déficit très important d'investissement. Et ce serait dommage que les gens se reportent même sur l'immobilier ou d'autres choses qui leur sont beaucoup moins risquées, mais qui est beaucoup moins productif. Voyez, parce que même si c'est imposé, même si ça reste imposé, vous allez voir que les gens ont quand même une culture très forte Mais 30% de flat tax, ça vous semble pas être un signal intéressant? C'est parfait, c'est très bien. Sauf que c'est pas pour ça que les gens, de manière individuelle, vont aller investir dans des sociétés. Là où on garde en différentiel, si on veut parler en différentiel, là où il y aura une incitation implicite, c'est le PEA-PME. Donc là, on est sur du côté. Oui, mais jusqu'à présent, il n'a pas très bien fonctionné. Oui, mais il n'a pas fonctionné parce que dans l'environnement des produits, il n'avait pas forcément les bons signaux fiscaux. Là, on va être il n'y a plus que 3 produits quand même, qui sont en dessous de 30%. Monsieur Jeannin, oui, si vous voulez... Déjà, je vais me permettre de rappeler juste un détail, c'est qu'effectivement, par exemple, TEPA implique le marché réglementé, c'est-à-dire que le coté est considéré comme le marché réglementé qui est Euronext, compartiment A, B, C. Mais nous avons 2 autres marchés qui accueillent des sociétés cotées qui peuvent, en l'occurrence, être accessibles via ce type de dispositif, avec le marché libre, anciennement en tout cas, qui s'appelle désormais Euronext Access, ou anciennement Alternext, aujourd'hui Euronext Growth, qui accueille principalement des sociétés technologiques de croissance, en l'occurrence, et de plus en plus de particuliers.
La dernière étude AMF montre cette dynamique. Alors, sans doute, elle n'est pas totalement décorrélée des pré-annonces qui avaient été faites par le gouvernement, mais on a eu une augmentation de plus de 15% d'investisseurs particuliers sur 2016, début 2017 déjà. Donc, il y a vraiment une dynamique très positive dans ce sens-là. Et on en reparlera sans doute tout à l'heure sur les dernières introductions en bourse. On voit que la part réservée au retail, donc aux particuliers, est sursouscrite de manière extrêmement conséquente. Même nous, on en est à chaque fois extrêmement surpris, et sur des sociétés pourtant risquées, puisque la plupart sont des sociétés technologiques. Les particuliers reviennent donc en bourse. Très clairement. Vous avez la confirmation. Très clairement, et je pense qu'effectivement, la dynamique gouvernementale et les annonces qui vont être faites ne vont faire qu'amplifier ce phénomène. Et le PEA-PME, finalement, ça fonctionne. La naissance avait été très compliquée. C'est pour ça qu'on interpelle Madame la députée sur le lancement d'une nouvelle réforme fiscale, parce que je rappelle pour ceux qui ont un peu oublié, lors du lancement du PEA-PME, on ne savait pas le jour du lancement quelles étaient les entreprises éligibles au PEA-PME. Les députés n'avaient pas encore tout à fait terminé de travailler, donc lors du lancement, personne ne savait, aucun broker ne voulait passer des ordres pour le mettre dans le PEA-PME en disant il y aura peut-être un redressement fiscal. Donc c'était une grosse confusion. Et deuxième couac en termes de communication, au moment de l'annonce par le président de la République de l'époque dans un PEA-PME, on avait eu le droit à un projet de taxation des gains de façon rétroactive dans le PEA. Finalement, ça n'a pas abouti, ce projet de taxation des gains de façon rétroactive, mais voilà, les investisseurs, les particuliers avaient été particulièrement frileux parce qu'on leur dit finalement on va vous taxer de façon rétroactive sur les gains d'il y a quelques années et puis on vous propose une autre enveloppe pour finalement peut-être vous piéger un jour. Donc ça avait démarré, on va dire, dans une confusion totale, mais in fine, on le voit, les PME cotées en bourse finalement permettent, il y a une vraie croissance, des bénéfices, des belles histoires industrielles. Et les particuliers, finalement, viennent et souscrivent et adhèrent et ouvrent des PEA-PME. Oui. Je peux juste, mais un petit commentaire. Le PEA-PME marche très bien pour le côté, parce que les banques qui sont détentrices de ce truc-là marchent bien. Le PEA-PME ne marche pas bien sur le non-côté, parce que les banques ne savent pas valoriser, il faut plein de papiers. Ce sont des processus extrêmement administratifs et compliqués, où je pense même que les banques en rajoutent sur le fisc, pas le fisc, mais la Direction générale des impôts, ils en rajoutent dans les processus de protection, etc. Ce qui fait que nous, dans nos réseaux, les gens ont un mal fou à gérer leur PEA-PME, parce que le support du non-côté effraie les banques. Donc, Madame la députée, s'il faut former, bien sûr, les particuliers... Je note, amendement à réfléchir, simplifier les procédures administratives du PEA-PME pour les non-cotés. Merci. Et peut-être aussi former les banquiers, les gens au guichet qui accueillent les particuliers lorsqu'on ouvre un PEA-PME. C'est exactement le discours que j'ai eu avec la Fédération bancaire française, en leur disant il y a un énorme travail à faire de formation de tous vos personnels dans les agences. Quand ils voient un patron de PME qui a une taille suffisante, pas le boulanger, mais s'il a... il y a des beaux boulangers aussi, c'est vrai, mais bon... vous savez, les pubs, enfin, je vais être très honnête, les pubs que j'entends à la radio sur « on est la banque des pros », je dis oui, vous êtes la banque des pros. Le problème, c'est que vous n'êtes pas pro dans la banque des pros. Puisque si vous donnez uniquement... Non, mais c'est vrai, je l'assume, je l'ai dit à leur directrice, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas normal que toute solution d'investissement et toute solution de financement d'une PME en France, ce soit par la dette bancaire. Donc il y a effectivement dans la culture de financement et donc dans la culture de ce qui se passe dans les agences bancaires, plein de choses à revoir pour que les banques puissent jouer pleinement leur rôle d'intermédiaire. On a d'un côté de l'épargne qu'on lève de la part de notre tissu d'épargnants qui viennent nous voir tous les jours, qui veulent du rendement, et puis on a de l'autre des entreprises qui veulent du capital. Les banques ont un rôle essentiel à jouer dans la formation, dans le dialogue, dans dire aux PME qui se structurent, qui vont grandir, comment on peut vous accompagner dans des mécanismes de financement autres que la ligne de crédit de 3 à 5 ans. Et quand je dis 5 ans, c'est plutôt 3 ans maintenant. Donc, là, il y a un vrai... Et c'est pour ça que je dis que les intermédiaires financiers sont essentiels à la réussite de ce projet. Bien sûr qu'on peut essayer de flécher, mais vous voyez, quand vous me dites
on a un outil qui est le PEA-PME, qui est ouvert aux non-cotés, qui en fait n'est pas du tout utilisé parce que la procédure administrative est trop compliquée, ça, moi, je suis prête à travailler là-dessus. L'avantage, c'est qu'on reste dans la logique de ce qu'on veut faire. Donc, on est là sur la simplification qui permet aux outils de fonctionner. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait regardables. Alexis, vous voulez réagir sur le PEA-PME ? Oui, enfin, ou plus largement, effectivement, il y a les deux côtés de la chaîne à travailler. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'éducation très clairement des investisseurs particuliers qui est à faire. Et ça, je crains que ça soit un travail de longue haleine qui commence presque à l'école, pour être très très clair, avec l'économie et réconcilier finalement le particulier avec l'économie réelle. Parce que c'est des choses qui sont mal maîtrisées. Et c'est aussi valable du côté du chef d'entreprise, je rebondis là aussi. Et nous, on fait, et c'est aussi mon job de quotidien, de faire ce prosélytisme, que ce soit auprès des intermédiaires financiers, en l'occurrence auprès des banquiers, mais des chefs d'entreprise aussi, de leur dire, effectivement, demain, si vous voulez grandir, c'est-à-dire passer de cette taille de PME à cette fameuse taille de TI qui nous manque tant en France, effectivement, il faut penser renforcement de vos fonds propres. Et c'est ça qui va aussi permettre d'assainir vos rapports avec les banquiers, de leverager vos entreprises et d'aller rechercher de la dette, contrairement à ce qui n'est pas ou peu fait aujourd'hui par un certain nombre d'entreprises. Mais là-dessus, l'ISF était la plus grande chose contre-intuitive. Si aujourd'hui vous avez une entreprise, la pire chose que vous aviez à faire, c'était de la valoriser. C'était de dire, en fait, je lève des fonds et donc je suis obligé de dire qu'elle ne vaut pas 100, en fait elle vaut 200. Et là, vous avez dans votre ISF, en tant qu'actif qui porte des parts d'une société, vous êtes potentiellement, fiscalement, très, très contraint. Donc aujourd'hui, toute notre fiscalité, en fait, quand vous la regardez de manière un peu distante, l'incitation qu'elle donnait, c'était ne faites pas grandir vos entreprises trop fort et surtout ne vous consolidez pas. Si vous ouvrez votre capital, fiscalement, vous êtes pénalisé. Donc c'est ça, le débat sur l'ISF. Moi, la façon dont je le porte, et j'essaie de le porter, c'est ça, c'est dire, au fond, cet impôt, au-delà de toutes les conséquences de localisation qu'il a pu avoir, le principal signal qu'il envoyait, c'est si vous grandissez, si vous valorisez, si vous consolidez, fiscalement, on est contre ce mouvement-là. Oui, et vous avez raison, mais encore une fois, c'est là où c'est très notable de voir l'impact positif de l'argent professionnel qui rentre, qui s'investit en capital dans les sociétés. C'est que quand on est aux côtés des entrepreneurs, on est systématiquement très présent dans les conseils d'administration. Regardez, si je prends les 300 membres de la FIC, 6500 sociétés, vous voyez, c'est à peu près une vingtaine d'entreprises à chaque fois par. Donc les investisseurs professionnels qui en fait sont des gens qui reçoivent de l'argent de grandes institutions ou de clients particuliers, eh ben, ils sont actifs, ils contribuent à la création de valeur. Et le résultat, c'est que derrière, après, les entreprises qui ont été financées par l'argent professionnel, elles ont en moyenne des croissances qui sont de 3 fois supérieures à une entreprise dans laquelle vous avez un entrepreneur qui est tout seul. Et vous avez donc une recherche d'excellence au niveau des opérations, au niveau de la gouvernance, qui porte ses fruits de manière très, très criante, parce que regardez les chiffres sont là. Depuis la FIC vient de publier aujourd'hui ou hier sur la GFI les performances TRI du private equity en France entre 1987 et 2017. On est à 10,1% annuel. Donc on a là la démonstration en fait que les fonds d'investissement, quand ils font leur travail, quand ils sont au capital des sociétés, aux côtés des entrepreneurs, c'est pas du tout antagoniste, c'est un travail qui se fait en équipe, et bien derrière on a de la création de valeur. On a beaucoup de questions dans la salle, et là on vous demande de la pédagogie. Donc on a vu la pédagogie pour... Juste faire ce point important que vous avez soulevé, c'est l'accompagnement. On parle toujours investisseur. Mais on parlera performance juste après. Et non, mais là vous mettez le point à le lever, c'est qu'effectivement l'investisseur, que ce soit dans les fonds ou que ce soit par les business angels, il est surtout et avant tout accompagnateur. Accompagnateur sur du long terme. Toujours. C'est vraiment... sinon, effectivement, on n'a aucun... D'abord, c'est l'intérêt... bien senti, ce n'est pas un conflit d'intérêts, c'est une convergence d'intérêts avec le porteur de projet ou le chef d'entreprise pour pouvoir couvrir le risque qu'il a, donc avec tout le réseau qu'on peut lui apporter et les expertises qu'on lui apporte. Il y a une chose qui est essentielle dans le métier du private equity, c'est que tout le capital doit être au travail. On ne peut pas avoir de capital dormant. Voilà. Il faut que tout le monde contribue. Parfaitement d'accord. On a beaucoup de questions sur la
là aussi je rejoins l'intérêt de faire de la pédagogie sur l'assurance vie et ce fameux seuil des 150 000 €. Est-ce que vous pouvez nous repréciser les 150 000, est-ce que ça concerne les versements? Est-ce que c'est les encours? Qu'est-ce qui se passe quand on est en dessous de ce seuil de 150 000? Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est au-dessus? Donc la fiscalité à 30% concerne les euros versés, enfin, au-dessus de 150 000 € d'encours. Et je vais être très clair, c'est les euros, même pour ceux qui ont plus de 150 000, qui seront versés à partir de mercredi dernier. Donc toute la fiscalité de tous les plans, de tous les euros versés avant mercredi, rien ne change. D'accord. Depuis, c'est fini. Voilà. À partir de mercredi, si vous avez plus que 150 000 € d'encours et que vous remettez 1 euro, les plus-values que génère et le rendement que génère 7 € est taxé au maximum à 30%, là où le taux maximum jusqu'à mardi, c'était 23% quand vous cumuliez tous les avantages. Donc, la première chose, c'est que vous devez rassurer, si les gens ont ouvert des assurances vie, ce qui est normal, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans, il n'y a pas de changement dans... c'est pas la peine qu'ils vident leur assurance vie. Maintenant, s'ils veulent continuer à l'abonder, et c'est pour ça qu'on a une logique de flux, si ils veulent continuer à l'abonder, ils ont un choix devant eux. Soit ils le mettent dans un produit qui donc, aura une fiscalité de 30%, soit ils le mettent dans d'autres vecteurs qui auront aussi une fiscalité de 30%, sauf s'ils font du PEA, du PEA-PME, potentiellement du Madelin, qui continuera probablement dans son assiette actuelle à exister, potentiellement un peu plus l'année prochaine, et puis ensuite dans tous les nouveaux produits qui, j'espère, fleuriront dans nos banques, chez nos assureurs, dans les sociétés plus hors circuit traditionnel, etc. Et aujourd'hui, donc on a bien compris... C'est de l'encours par personne. Donc si vous êtes un couple, c'est 300 000 €. Parfait. Donc là, je pense que là, c'est clair, précis, net. On va voir si j'ai encore d'autres questions sur l'assurance vie. Aujourd'hui, donc là, on s'est focalisé sur ce qui va se passer. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même des dispositifs qui sont bien, qu'il faut peut-être juste un petit peu ajuster? On a parlé du PEA-PME. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été finalement quand même bien faites au cours des décennies précédentes? Ou on va vraiment vers un choc fiscal, on change tout? Tous les produits qui existent, ce qu'on dit juste, c'est qu'ils sont taxés à 30%. Donc s'il y a des produits que vos clients aiment bien et que vous aimez bien distribuer parce que vous les trouvez intéressants, adaptés, etc., il n'y a aucune raison de les faire disparaître. Ce que je dis juste, c'est qu'il y a des produits probablement à inventer pour permettre une meilleure cohérence entre, d'un côté, l'épargne des particuliers, qui va nécessiter pédagogie, qui va nécessiter beaucoup plus de culture financière et économique, et puis de l'autre côté, les PME, qui n'ont pas accès ni aux mécanismes start-up post-pigeon, ni aux mécanismes du côté. Et donc vous avez toute une portion d'entreprises qui aujourd'hui, à qui on doit faire aussi de la formation sur comment vous pouvez vous financer autrement, comment vous consolider, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir du capital en fonds propres qui arrive dans votre entreprise. Et ça, cette intermédiation-là, c'est là-dessus qu'on cherche à innover. Mais sur l'existant, le gouvernement, la majorité, n'a rien à dire sur les produits existants. Si les gens trouvent que c'est adapté à leurs besoins, que quand vous remplissez vos petits formulaires de risque et de ce que vous connaissez très bien, de protection du consommateur, il n'y a pas de raison que ça change. Très bien. On va parler un petit peu de performance, parce que là, vous allez aider les investisseurs à investir davantage dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le côté et dans le non-côté? Alexis, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'environnement boursier sur les PME, ETI, à la Bourse de Paris, par exemple? Les performances, je pense que vous les connaissez bien, en fait. Pour certains, c'est assez intuitif, c'est-à-dire que le CAC a un rendement qui est finalement sans risque. Mais du coup, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui n'est pas extrêmement important. C'est-à-dire sur ces 5 dernières années, pour vous donner une idée, c'est 50% de croissance. Alors c'est bien, la bourse se porte bien, avec par exemple une performance depuis début 2017 qui est à 9%. Mais si on se rapproche en revanche de l'indice des PME, le Small and Mid Cap par exemple, là les performances sont bien supérieures puisqu'on est à 120% sur ces 5 dernières années et par exemple à plus de 20% depuis le début de l'année. Donc on voit bien à quel point cette logique rendement-risque qu'on évoquait tout à l'heure est très intéressante à fouiller et à nouveau à expliquer aux particuliers demain pour leur épargne.
parce qu'il y a vraiment des belles sociétés qui permettent d'obtenir cette logique-là. Si je peux me permettre, je pense que c'est très important quand on fait cette pédagogie sur le rendement, de donner aussi une vision de long terme. Il ne faut pas qu'on transforme nos épargnants en des gens anxieux qui tous les matins se disent « Oh là là, mon épargne a pris +1, elle a perdu -2 », parce que sinon, on va créer une économie qui aussi va perdre son cap. Je vous rassure, c'est la même chose pour le chef d'entreprise. Oui, mais ce que je veux dire, c'est quand on investit en actions, on sait tous que l'horizon de temps, c'est 10 ans au moins, et 20 ans, c'est mieux. Sauf si, bien sûr, on veut tirer ses plus-values plus courts. Mais toutes les logiques sont entendables. Ouais. Mais je pense que la logique de l'épargne française, qui est de dire j'investis dans quelque chose dont je suis sûr d'avoir un rendement, si on passe dans le côté, et donc où ça bouge, il est important d'ancrer l'idée que le rendement sûr, en fait, on ne l'a pas forcément là dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois, on l'a parce qu'on est capable de tenir dans le temps une position. Donc vous parliez de belles performances sur 5 ans, donc on peut dire que c'est quand même du moyen terme, presque du long terme. On va dire long terme, c'est quoi? C'est 7-8 ans, je pense, pour vous. Même chose pour le private equity. Quels sont à peu près, quand on parle d'investissement moyen, long terme, quelle est un peu pour vous la durée? On est sur des horizons qui sont forcément longs, parce que les placements garantis, malheureusement, ça n'existe pas, ou alors c'est en taux négatif aujourd'hui. Mais clairement, je suis d'accord avec Amélie, c'est du long terme. Et je pense que et concrètement, c'est combien de temps? C'est 5 ans minimum et 10 ans, voire plus, parce que une fois, et après la différence peut-être, vous allez sur les marchés cotés parce que vous voulez avoir une liquidité, mais vous avez accès en fait à un panel d'entreprises qui est une minorité d'entreprises dans l'univers de tout l'investissement des possibles des entreprises, parce qu'il y en a beaucoup plus qui sont non cotées qu'entreprises qui sont cotées, première chose. Et deuxièmement, alors c'est vrai que vous allez avoir une liquidité. Pas toujours, parce que ça dépend après de la taille de l'entreprise. Vous avez une liquidité, mais à cette liquidité, tu as une volatilité. Alors c'est vrai qu'on peut avoir de très belles performances pendant certaines périodes, mais après on est toujours rattrapé. C'est pour ça qu'on milite sur des durées longues et de l'investissement régulier. Par contre, quand vous êtes en private equity, vous acceptez la contrainte de la non-liquidité. Et si vous acceptez cette contrainte de non-liquidité, et de la durée, bien évidemment, vous avez des attentes qui doivent être plus élevées que ce que vous allez trouver sur les marchés cotés. Il faut combien de temps à peu près quand on décide de sortir dans le private equity? Nous, typiquement, si je me mets dans la casquette Idinvest, on a financé plus de 300 sociétés aujourd'hui, des petites boîtes en capital. La durée moyenne de détention de nous dans nos sociétés entre le moment où on investit et la sortie, ça va être en moyenne peut-être 7 à 8 ans. C'est quand même relativement long. Voilà. Chez France Angel, c'est la même chose à peu près? Oui, alors on ne travaille pas dans la même catégorie. Oui. On est tout à fait au début, dans un endroit beaucoup plus mouvant et encore plus à risque. Et la durée de détention, elle est au moins 7 ans. Alors notre problème aussi, d'ailleurs, c'est pas tant la durée de détention que de pouvoir passer le relais. On a, je donne même quelques chiffres, pour, je crois qu'on a dû, depuis 15 ans, investir, ou les membres ou les réseaux ont investi dans plus de 3000 entreprises. Et on a fait récemment une petite étude dessus. Il y en a 20% ou 25% qui sont mortes. 21%, je crois, qui sont mortes. C'est-à-dire où l'investisseur a tout perdu, sauf son avantage fiscal quand il en a eu, mais il n'en a pas toujours eu. Il a tout perdu. Et puis il y a 10-12% qui ont fait des super performances, quelquefois rapides d'ailleurs, parce que c'est souvent, il y a une opportunité qui, même avant la durée de détention de 5 ans, une opportunité industrielle qui se présente, eh bien, il vaut mieux, s'acquitter de bénéfices fiscaux qu'il y a eu en amont pour pouvoir bénéficier. Et alors, en plus de ça, avec la flat tax, on est encore mieux. Ça, c'est très bien. Et ça crée une dynamique, parce que notre problème, c'est que dans nos premiers tours de table, on est effectivement des tours de table à 300 000, 500 000, mais le besoin de financement, quand la boîte va bien, ça va être au-delà du million. Et là, normalement, dans nos réseaux, c'est plus tout à fait la même catégorie. On passe la main à ce moment-là à des fonds d'amorçage ou à des fonds justement de la FIC dans le capital innovation. Et donc cette fluidité est importante pour pouvoir passer le relais. Mais on est toujours, quand les gens investissent, ils ont bien en tête qu'ils en prennent pour 7 ans, minimum. Et c'est très bien parce qu'on l'accompagne, on accompagne la boîte, etc. Quoique notre intervention d'accompagnement est forcément meilleure dans les 3 premières années, parce que la taille de la boîte s'y prête,
Après, les problèmes sont un peu de nature différente. Et on a une période en biseau où les deuxième tours, troisième tours se font avec des fonds de capital d'innovation ou des banques régionales ou tout un ensemble de choses, et pour pouvoir ensuite faire le niveau grosse PME, où là, il faut qu'on sorte. Très bien. Maintenant, si on veut bâtir un portefeuille, imaginons, j'ai 50 000 euros à placer. Je m'adresse à vous, Alexis. Donc, vous êtes un des papes du PEA-PME. Donc, concrètement, voilà, je veux investir mes 50 000 euros dans des actions valeur moyenne. Bien sûr, vous nous avez cité des belles valeurs dans la région lyonnaise. Concrètement, comment je bâtis mon portefeuille? Combien de lignes? Comment je me diversifie? Comment... Vous nous avez expliqué que l'horizon d'investissement, c'est à peu près au moins 5 ans. Donc, j'ai 50 000 euros, je n'en ai pas besoin pendant 5 ans, voire 7 ans. Qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas forcément mon métier ou notre métier, mais en tout cas, quelles sont les bonnes pratiques? On interroge très clairement les gestionnaires de portefeuille et ceux qui viennent investir effectivement sur nos différents marchés. Et aujourd'hui, effectivement, dans le small and mid cap, donc les PME et TI, ce qu'ils nous disent et ce qu'on voit de toute façon, c'est contrairement à ce qu'on pourrait évoquer et ce qu'on voit d'ailleurs quand on lit les journaux, et ce que font les fonds internationaux qui ont tendance aujourd'hui à avoir de la gestion qu'on appelle indicielle, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne font que mettre des algorithmes qui dupliquent les indices des principales bourses mondiales sans finalement réfléchir sur la société qu'il y a derrière ou qui compose réellement ces indices. Sur le monde de la PME ETI, c'est très différent. On a une logique qu'on appelle stock picking, c'est-à-dire que le gérant va choisir, valeur par valeur, l'entreprise qui l'intéresse. Déjà, ça, c'est intéressant de le mettre en avant parce que c'est vraiment une logique en prolongement finalement de ce que font aussi les business angels, les fonds d'investissement avant. On sait qui il y a derrière et la valeur qu'il y a derrière. J'en prendrai comme meilleur exemple le fait que pour investir aujourd'hui, un gérant suit une entreprise en moyenne pendant quasiment 1 an avant de poser le premier euro et va rencontrer le management 3 à 4 fois. Donc on est là à nouveau quand même dans des logiques d'investissement qui sont celles d'une économie réelle, concrète et d'une stratégie d'entreprise. Pour vous donner une idée, aujourd'hui en Europe, la taille du bassin de sociétés dans lequel un gérant peut investir, c'est environ 2000 sociétés. Et pourtant, il y a vraiment du choix. Oui, il y a du choix. Et pourtant, le gérant va choisir en général sur son portefeuille 50 à 60 lignes. Donc ça va être quand même un travail de fond assez important, avec ensuite des horizons en revanche de détention, alors qui peuvent paraître plus ou moins longs, mais ça c'est un sujet sur lequel chacun se fera son opinion. Un gérant va garder en moyenne ses lignes pendant 18 à 24 mois, c'est pas forcément énorme. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, une moyenne, bien entendu. Il y a des lignes qu'il va garder pendant 7, 8, 10 ans parce qu'à nouveau, il croit dans la stratégie de l'entreprise, dans le secteur, et que voilà, il va se laisser porter par la dynamique qu'elle peut avoir. Aussi bien que pour certaines, il va considérer assez rapidement que la valorisation, comme on l'évoquait tout à l'heure, est peut-être supérieure à ses attentes et aux logiques, et va du coup solder sa ligne. Là, on en revient aussi aux logiques de liquidité qui sous-tendent les investissements en bourse et qui sont quand même un des principal critère d'investissement. Comment ça se passe à la FIC lorsqu'on a de l'argent à placer? Quelles sont les bonnes recommandations qu'on ferait à un conseiller en gestion ou qu'à un investisseur lambda? Alors, ça va beaucoup dépendre de la nature de l'investisseur. La grosse majorité, encore une fois, et c'est malheureux, mais la grosse majorité des investisseurs en private equity aujourd'hui sont des institutionnels. Et ça, c'est la réalité, parce que ce sont des gens qui ont de l'argent long, qui sont des professionnels et qui investissent sur des durées très longues, parce que c'est des fonds de pension, des caisses de retraite. Voilà. La partie gestion privée, où on va essayer de proposer des produits à des clients particuliers, il n'y en a pas beaucoup. Et encore, la France a été un des pionniers, avec les dispositifs de fonds communs de placement dans l'innovation et de fonds d'investissement de proximité. C'était un des pionniers parce que ça a permis, on va dire, au retail, aux personnes privées d'investir dans des PME avec des performances qui sont très variées en fonction des différentes gestions. Mais toujours est-il qu'il y a relativement peu de choix aujourd'hui pour une personne privée si elle veut souscrire en non-coté. L'assurance vie, c'est très compliqué. Il y a très peu d'offres. On est bien placé pour le savoir parce que si je prends ma casquette Idinvest, on a quand même
On est un des précurseurs, on travaille avec 5 assureurs, on a plus une centaine de millions d'euros d'argent de clients qui sont en lice sur des compagnies d'assurance depuis un an. Donc on a un vrai recul et on se rend compte que c'est extrêmement compliqué parce que la boîte à outils n'est pas là. On n'a pas un assureur a besoin d'abord de liquidité. Donc il y a un sujet de liquidité, il y a un manque d'outils disponibles dans la palette aujourd'hui, dans la boîte à outils pour placer des placements non cotés en assurance vie, parce que c'est un petit peu antinomique malheureusement, donc, et on n'est pas allé suffisamment loin. La remise en titre, c'est intéressant, les assureurs ne savent pas la faire aujourd'hui, parce qu'il y a des chaînes informatiques qui sont extrêmement lourdes, c'est très compliqué. Donc il y a tout un pan, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et puis après, si les gens veulent investir en direct, alors si la FIC, ce sont des gérants professionnels, hein, donc c'est des fonds d'investissement, des fonds d'investissement dédiés à des clients particuliers, vous avez deux choses. Vous avez soit des véhicules qui sont accessibles en banque privée, mais ça concerne une fraction de la population, parce que ce sont des gens forcément fortunés. Soit vous voulez aller au niveau, vous voulez vraiment, on va dire, développer et tout ce que vous essayez de faire, hein, c'est-à-dire d'éduquer les gens, d'amener l'argent des particuliers vers de la PME. Et là, clairement, je pense qu'on ne pourra pas s'économiser une incitation, et cette incitation, les gens, ils comprennent qu'une chose, hein, et ça, c'est la réalité. Les gens qui, en direct, vont aller investir dans des PME juste pour le mérite de l'investissement, c'est les 4500 business angels, ils sont très peu nombreux. Est-ce que je peux vous poser une question? Parce que comme ça, je prépare mon débat parlementaire. Je vous en prie. Si vous vous mettez à lancer des PEA-PME, vous, donc, enfin, ou pas vous, mais vous proposez comme véhicule d'investissement des PEA-PME non cotés, en considérant que j'arrive à simplifier les procédures administratives pour le non coté dans le PEA-PME. Pourquoi pas? Il y a un dispositif qui est un petit peu équivalent, qui s'appelle le FCPR, le Fonds commun de placement à risque, qui offre les mêmes avantages que le PEA-PME, c'est-à-dire une exonération d'impôt sur les plus-values au bout de la 5e année, et qui fonctionne très bien. Et c'est le véhicule aujourd'hui de référence pour, on va dire, l'investissement en private equity en dehors de l'assurance vie. Voilà. On a besoin d'un outil équivalent pour l'assurance vie, mais qui est moins de contraintes, voyez. Mais tout à fait. Mais donc le FCPR, ça peut être notre produit qui, s'il est comme le PEA-PME, ça veut dire qu'il est aujourd'hui sous la flat tax. Et donc il existe, il a le mérite d'exister, il est simple. Il y en a relativement peu encore aujourd'hui. Il y en a de plus en plus, mais relativement peu. Et d'ailleurs, après, vous avez les FCPR avec une réduction d'impôt à l'entrée qui sont les fonds communs de placement dans l'innovation et les FIP, hein, qui sont un sous-ensemble des FCPR. Et vous avez les FCPR qui investissent dans des entreprises plus grosses, et ces fonds-là ne permettent pas d'obtenir une réduction d'impôt à l'entrée. Voilà. Donc, en fonction de réduction d'impôt à l'entrée ou pas, vous voyez tout de suite que vous avez une clientèle qui est différente. Votre avis sur les FCPR chez France Angels? Est-ce que ça peut être une des solutions? Pas forcément la solution, mais une des solutions. Non, ce n'est pas forcément la solution, il n'y a jamais une solution. Il y a une très grande différenciation. Là, on est dans le monde intermédiaire. Les business angels, ils sont directs, c'est-à-dire que quand c'est eux qui lèvent leur propre argent, et c'est eux qui vont choisir en amont l'entreprise, l'étudier, faire le due diligence, comprendre, être d'accord sur le business plan, être d'accord sur le business model, prendre le risque et le proposer aux autres business angels de son réseau pour pouvoir co-investir avec celui qui a été leader dans cette instruction. Le closing est 50 vies derrière. On est très loin du FCPR qui est effectivement, je ne m'occupe plus de ça, je n'ai aucune relation avec l'entrepreneur, je n'ai pas d'apport sur son business, je ne peux pas lui ouvrir de porte. C'est anonyme. Nous, c'est tout sauf anonyme. Donc, c'est surtout pas une alternative au travail des business angels. Ça peut être utile. Nos business angels, d'ailleurs, ils ne mettent pas tout leur argent, je suppose, dans l'investissement direct. Ils ont également, ils travaillent également avec des fonds intermédiaires, hein, parce qu'il faut diversifier son patrimoine. Mais il y a quand même une partie intéressante, importante, essentielle pour le démarrage de l'entreprise, où il faut être en prise directe. D'ailleurs, on n'a pas parlé tout à l'heure d'un phénomène qui commence
à faire moins parler de lui peut-être, qu'est le crowdfunding. Le crowdfunding, on dit c'est vachement bien, tout le monde va voir la boîte. À part que le crowdfunding, c'est intermédiaire aussi. Ouais. C'est très bien, on co-investit avec le crowdfunding d'ailleurs. Hein. C'est une façon. Mais ceux qui investissent à travers le crowdfunding sont des suiveurs. Ce ne sont pas des leaders où la participation au conseil de surveillance ou au comité stratégique d'une jeune entreprise est essentielle. Hein, et sur lequel il y a la prise directe, il y a le contact quasi hebdomadaire avec l'entrepreneur. FCPR, on est dans l'anonyme, ce qui est très bien, mais c'est pas notre credo. Si je peux me permettre de rebondir, c'est vraiment très complémentaire. Le FCPR, c'est un véhicule qui est agréé par l'AMF, par l'autorité des marchés financiers. Donc il y a un garant. Mais après, le métier d'investissement en private equity, c'est un métier. C'est-à-dire que ça ne s'improvise pas. Et les gens qui sont business angels, en général, ils ont un passé professionnel, ils ont une connaissance de l'écosystème. Ce n'est pas la majorité de la population. Si on veut faire amener des gens en quantité importante et donc en volume d'argent important dans nos PME françaises, ça ne peut passer que par des équipes professionnelles qui sont les intermédiaires, qui vont permettre justement à des personnes privées qui ne connaissent pas forcément nécessairement cet écosystème de faire de bons investissements. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des retours de bâton et des effets pervers qui seront pires que la mesure. Vous voyez, je pense que c'est absolument essentiel d'avoir cette intermédiation aujourd'hui parce que c'est un vrai métier. Oui, c'est très complémentaire, mais je ne sais pas à quel niveau interviennent les FCPR, si c'est tout à fait au démarrage, à l'amorçage, ou si ça vient un peu plus tard. Hein. Ça dépend beaucoup des stratégies qui ont été choisies par les fonds. Et donc, nous, ce qu'on fait souvent, quand on met 100 €, en fait, on en draine 200 autres, qui viennent de la BPI en particulier, mais qui viennent par les fonds d'amorçage, par tout un ensemble de fonds d'innovation, où le gestionnaire de fonds, pour, mettons, un tour de table d'1 million d'euros, n'a pas les moyens de mettre des ressources à un moment où c'est très prenant. Il va pouvoir mettre des ressources quand, je dirais, son niveau d'investissement va dépasser quelques millions d'euros. Et à ce moment-là, il peut avoir quelques frais de gestion pour accompagner l'entreprise. Mais quand on est tout à fait au début de la start-up, il n'y a personne qui peut consacrer autant de temps, sinon les business angels qui le font gratuitement, qui ne se font pas payer pour ça. Mais qui sont, voilà. Donc c'est une façon d'exercer un investissement pour une partie de son patrimoine dans des trucs à risque qui n'élèvent pas forcément sur l'ensemble de la population. Mais nous, d'ailleurs, on a observé sur les dernières années une croissance de ce que j'appelle l'effet d'entraînement, c'est-à-dire on appelait ça, chez les financiers, on appelle ça un effet de levier, on est plus modeste, on appelle ça un effet d'entraînement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les business angels rentrent dans ces premiers tours de table, surtout, la BPI, elle y va plus facilement, dans des meilleures conditions, donc c'est très important. Les banques régionales le font, ça veut dire plus les banques régionales que les banques nationales, mais bon, c'est comme ça. En région, ça se passe beaucoup plus facilement. Des fonds régionaux, vous avez des fonds régionaux de co-investissement, maintenant qui se développent dans chacune des régions et qui sont des moteurs forts, importants. J'étais avant-hier à Rouen sur une manifestation qu'on avait à la Chambre de commerce, et il y avait le fonds normand qui a mis, je crois, 100 millions d'euros, voilà, pour accompagner les premiers tours de table dans la région Normandie. Petite série de questions de la salle. Que comptez-vous faire pour que la réglementation incite les CGPI à orienter les clients vers le non-coté? Comment on peut aider la profession à allouer davantage d'argent vers le non-coté? Ça, c'est une question de la salle. Quand vous dites la réglementation, c'est quoi? C'est les PRIPS, c'est toutes les histoires de protection du consommateur? Parce que je pense que ça englobe tout ça. Il y a deux incitations, parce qu'il y a la réglementation au sens de est-ce que le consommateur, est-ce que le client épargnant, je lui ai bien posé toutes les questions, et qu'en fait c'est plus simple de le flécher vers des choses très normées, etc., parce que comme ça on est sûr qu'on répond à son besoin. Il y a une autre, mais c'était mon point d'avant, c'est pas de la réglementation, mais il y a des incitations pour les CGPI qui viennent de leurs investisseurs, des porteurs de fonds qui portent in fine le risque sur leur bilan. Et là, on en revient au problème de la au régime macro-prudentiel. Vous voulez compléter, Luc ? On n'est pas aidé par la réglementation européenne, en fait, parce que dès qu'on est dans l'investissement non coté, on est dans la classe, dans la classe alternative. Et quand on regarde après n'importe quel produit d'investissement, vous avez un DCI, vous êtes en classe maximum de risque, que vous fassiez de la dette privée sur des gros LBO dans lesquels il y a relativement peu de
de risque, ou alors que vous fassiez du capital risque qui là peut être beaucoup plus risqué. Dans une vie précédente, on avait remarqué qu'une assurance vie avec du multi-support à 10%, ça arrivait sur l'échelle de 7, déjà souvent à 5. Donc on a des échelles de risque qui, dans la réglementation, donnent l'impression qu'on prend déjà tout. Donc je ne le critique pas, mais c'est un fait. Voilà, et ça vient, ça peut être un handicap. Surtout maintenant où effectivement certains CGP sont maintenant où vous avez des normes notamment sur les profils de risque que l'investisseur doit choisir et qui de facto risque de l'écarter de cette classe d'actifs qui est la plus intéressante quelquefois en diversification. Donc c'est ça que j'appelle le macro-prudentiel, c'est que ces classes de risque sont le reflet de la charge en capital qu'on demande aux investisseurs institutionnels d'avoir sur leur bilan. Donc c'est pour ça que je vous dis que... Attendez, on va vous donner un micro après. On va vous donner un micro pour que tout le monde puisse entendre. Le temps que le micro arrive, je vais poser d'autres questions. Non, mais il faut un micro. Les gens dans la salle ne vous entendent pas, monsieur. Attendez juste quelques instants. Une hôtesse vous amène un micro. Il arrive. Voilà, monsieur. Comme ça, on peut profiter de votre question. Oui, je m'appelle Gérard Avizou, je suis président de l'Académie Occitane du patrimoine, qui est une association de conseil en gestion de patrimoine et de défense du patrimoine en général. Ce que vous dites là, c'est très joli, c'est très institutionnel, c'est formidable, mais nous, ça ne nous arrange pas. Nous avons une législation aujourd'hui, soi-disant sous protection des consommateurs, qui nous prive tous, qui nous bloque tous. Nous avons peur. Dans nos cabinets aujourd'hui, nous ne savons pas demain ce que l'AMF, l'ORIAS ou les autres vont nous apporter sur la tête. Donc nous sommes bloqués. Tout ce que vous espérez faire, nous n'allons pas pouvoir le faire. En plus, nous avons les chambres aussi sur le dos. Comment voulez-vous que nous arrivions à travailler? Nous n'avons pas de véritable syndicat pour nous protéger. Quand on a essayé d'en constituer un, c'est impossible. Et nos confrères, malheureusement, je leur dis, ils sont trop individualistes. Ils n'ont pas pris conscience aujourd'hui encore qu'ils devaient se regrouper pour se défendre et aller vers toutes ces réglementations qui finalement bloquent l'investissement, bloquent l'accès au niveau des entreprises privées, bloquent l'accès à la dynamique de rendement et nous met sous la coupe de tout un tas de gens qui veulent absolument profiter de nous, et je dis bien profiter de nous, sans que nous, les PSI, etc., sans que nous ne puissions bouger le petit doigt. Et vous avez beaucoup de professionnels de mes confrères qui aujourd'hui veulent arrêter le métier, tout simplement parce qu'ils ont la trouille. Et ils ne peuvent pas passer leur cabinet. Ils ne peuvent pas, assurer la pérennité de leurs affaires. Alors comment voulez-vous? Alors que nous avons les clients... Merci. Alors que nous avons les clients, nous sommes en contact avec les notaires, nous sommes en contact avec des gens qui ont du fric. Nous sommes tous les jours avec eux. Et nous ne pouvons rien faire. Voilà. J'ai écrit une note. Merci, monsieur. La semaine dernière au ministre Bruno Le Maire en lui disant: Monsieur le ministre, ce que nous faisons dans les signaux, dans l'intermédiation, tout ce qu'on réfléchit au niveau français et je veux dire individuel, ne marchera que si ce que j'appelle la régulation financière macro, qui nous arrive d'Europe, si elle n'évolue pas, ça ne marchera pas. Je lui ai écrit une note, alors je ne sais pas avec les mêmes mots que vous, parce que ce n'est pas comme ça que j'écris à mon ministre, mais je lui ai écrit en lui disant à la fois pourquoi vous mettez des échelles de risque, parce qu'il y a les charges en capital. Donc, tout ça à la fois est cohérent, mais on comprend bien ce que ça crée comme incitation dans votre activité au quotidien. Donc, je lui dirais donc l'association Occitane du patrimoine, AOP, c'est très bien. Donc je lui Gérard voilà, de l'AOP, très bien. Vous avez pris rendez-vous, très bien. Merci, monsieur. Autre question, il y a quelqu'un dans la salle qui s'inquiète de la santé des finances de l'État, puisque vous allez taxer un peu plus l'assurance vie. Et on sait que les assureurs, ce sont bien sûr des compagnies qui achètent beaucoup de dettes, d'emprunts d'État. Est-ce que demain, les assureurs vont être un peu plus frileux à acheter de la dette française, sachant qu'il y en a quand même beaucoup? Un marché, c'est de l'offre et de la demande. Quand on a un taux négatif, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de risque systémique, il n'y a pas de risque financier à voir peut-être
les assureurs français achetaient un peu moins de dette française. Vous avez plus de 60% de la dette qui est détenue à l'étranger. Vous avez énormément d'acteurs qui veulent les titres de dette française. Donc il n'y a pas d'inquiétude. On a eu en audition, vous pouvez regarder, d'ailleurs c'est sur le site de l'Assemblée nationale la semaine dernière, Anthony Requin, qui est le directeur de l'AFT, l'agence France Trésor, l'homme qui gère la dette française au quotidien. Vous pouvez regarder l'audition, c'est très intéressant. Vous y verrez qu'il n'y a pas de doute à avoir. On a posé cette question et on est tout à fait rassuré. Tant qu'on est en taux négatif et en taux aussi bas, on voit bien que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc il n'y a pas de problème. Autre question. Après, qu'on ait trop de dettes, c'est quand même un sujet sur lequel on travaille, comme vous savez. On a vu. Merci. Autre question sur la transmission. Aujourd'hui, il est plus facile de transmettre son assurance vie que son PEA-PME. Pourquoi donner un tel avantage sur la transmission, succession sur l'assurance vie et pas sur le PEA ou le PEA-PME? Pourquoi ce distinguo? J'en ai aussi parlé dans une autre note au ministre. Ça en fait beaucoup. On travaille pour lui parler exactement de ça, en disant aujourd'hui l'assurance vie c'est à la fois un placement d'épargne, mais c'est surtout vu par beaucoup de Français comme un mécanisme de transmission. Donc notamment aussi de transmission d'actifs. Et donc dans la loi qui arrive, portée par Benjamin Griveaux et Bruno Le Maire, donc en début 2018, il y a un volet transmission des entreprises et il est possible que dans les sujets qu'on va étudier, on regarde la transmission des actifs financiers. Je ne préjuge de rien, mais c'est un sujet qu'on a bien effectivement identifié. Et c'est à quelle échéance? Quand vous dites que vous y travaillez, c'est pour la loi entreprise qui a un volet financement. Non, qui sera présenté au premier trimestre 2018. D'accord. Et s'il faut ajuster des choses typiquement dans cette logique-là, on le fera à ce moment-là. Tout ne se fait pas dans un budget. C'est une bonne nouvelle. Oui. On a d'autres moments pour travailler. Il faut arriver à dormir un petit peu quand même. Autre question, encore sur l'assurance vie, les fameux rachats partiels. Il y a une personne qui se demande comment on va faire le distinguo avant, après, avec les rachats partiels. Donc je comprends la question de la façon suivante. Si on est à plus de 150 000 euros, on met 1 ou 2 euros de plus, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, on est taxé à 30%, donc le flat tax. Mais si jamais on fait un rachat partiel, on redescend sous le seuil, quand on va réabonder et qu'on va remettre des euros, comment ça se passe? Est-ce que ce sera à nouveau quand on refranchira le seuil des 150 000 euros qui aura la flat tax? Question précise, hein. Ou pas? Alors, ces discussions vont avoir lieu avec les porteurs de l'assurance vie. Je pense que tout ça tient aussi dans un système informatique bien fait et qui permet à tout moment de comprendre l'euro qu'on investit, quelle est sa fiscalité. L'idée, effectivement, c'est que si vous aviez 150 000... Là, reprenons la logique. J'espère que c'est comme ça qu'on va le faire et je suivrai le débat, s'il faut, techniquement, jusque dans les détails. Si vous aviez 200 000 euros, vous rachetez partiellement 100 000 euros, vous tombez à 100 000 euros. Dans ce cas-là, on est ravis. Ça veut dire que vous jouez le jeu de notre politique. Ça veut dire que vous remettez 100 000 euros dans l'économie. Donc à partir de là, vous retombez sous le seuil. Et donc, vous avez encore 50 000 euros à investir avant de retomber au moment où vous êtes à nouveau sous la flat tax. Le but, c'est que les rachats partiels, c'est plutôt ce qu'on cherche à générer. Que de l'argent dormant, en partie, sorte et aille dans des endroits où il est productif. Donc y a pas je ne pense pas que ce soit si compliqué. Après, il faut que les systèmes informatiques suivent. Très bien. Merci. La conférence vient bientôt toucher à sa fin. Est-ce que chaque conférencier peut donner un petit peu une conclusion, un mot de la fin sur l'élan proposé par notre député? Je ne sais pas si c'est une conclusion, c'est plutôt un départ. Là, hein. C'est un départ vers un trimestre animé à l'Assemblée nationale, sur lequel on va apporter nos contributions. On a beaucoup d'espoir. Hein. Je pense que tout le monde de l'entreprise est prêt à trouver tous les arrangements, toutes les dynamiques possibles qu'on a évoquées tout à l'heure. Hein. Et donc, on est très optimiste. Alexis, chez Euronext, quelle est un petit peu votre conclusion? Oui, pour notre part, on espère en tout cas que la dynamique effectivement déjà entamée auprès des particuliers va se poursuivre et que l'excellent travail finalement de la chaîne de financement qu'on peut mettre en place avec les business angels, les fonds ensuite et nous éventuellement comme troisième stade va continuer à de mieux en mieux fonctionner pour les PME et les ETI. À la FIC? Optimiste, on voit le verre à moitié plein maintenant et il est en train de se remplir, donc je pense que c'est favorable pour le développement de l'économie et la FIC avait proposé effectivement
de ramener, de flécher l'ISF PME vers l'IR-PME, et on espère que les choses, effectivement, iront dans ce sens-là avec des plafonds plus élevés pour permettre à ces 500 millions d'euros qui ne vont plus être investis dans les PME de trouver des rendements intéressants. Très bien. Madame la députée, alors, je vous laisse conclure. Moi, c'est un message très simple, c'est qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous d'abord pour que pendant ces débats parlementaires, vous soyez des forces de proposition constructives et que vous ne tombiez pas tout de suite dans l'anxiété. C'est pas parce que vous allez voir dans les journaux qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas que c'est ça qu'on va faire. Un débat parlementaire, il y a du débat, donc il y a des choses qui vont sortir, des choses qui vont se faire, des choses qui ne vont pas se faire, et on a besoin de votre confiance. Ben je vois dans ma circonscription, à Massy, à Palaiseau, l'Occitanie, c'est formidable, c'est un peu loin pour l'instant, mais je serais ravie de venir vous rendre visite. Voilà. Et l'autre chose, c'est qu'on a aussi besoin de vous ensuite, et je réitère mon message, c'est que vous êtes un pilier et un levier et un maillon clé du lien entre l'épargne d'un côté et puis les produits ou les véhicules qui permettent ensuite aux entreprises de trouver des financements. Et donc, vous êtes ceux et celles en qui on a le plus confiance dans notre capacité à nous accompagner. Et c'est aussi pour ça que je suis là ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Merci aux conférenciers. Merci à vous. On vous souhaite un excellent patrimoniat. Bonne journée à vous.